Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette 17e étape du Tour de France 2022. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape. Résumé, bien entendu, note, bilan des Bleus, coureur top, les bonnets d'âne de cette journée. On fera même un petit débat, un petit questionnement sur les échappées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos de cyclisme. Si vous voulez soutenir mon travail de solution, soit vous cliquez rapidement sur les miniatures, comme ça permet de mettre en avant la vidéo dans l'algorithme YouTube. Vous pouvez également, si vous avez les moyens, faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec cette étape numéro 17. Alors oui, cette grande question des échappées. C'est vrai que ça fait depuis 10 jours qu'une échappée n'était pas allée au bout. Et sur cette étape, ça a été très compliqué avant que l'échappée se forme. Pourquoi on a de plus en plus de mal à avoir des échappées? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, les échappées sur le plat, sur ce Tour de France, on a eu quand même des étapes où il n'y en avait pas. Je pense Saint-Vulbas, mais si tu regardes bien, il n'y a qu'un coureur qui est parti dans l'échappée de Colombes et les deux églises. Donc on se retrouve à avoir en fait des étapes où on a des journées off sur ce Tour de France. Des journées où il n'y a pas d'échappée. Il y a eu aussi des journées très intenses. Je pense en deuxième semaine, les deux sprints de Villeneuve-sur-Lot et le sprint d'après de Pau, où on a eu des journées qui ont été très animées. Bon, il y a l'étape de Saint-Amand-Montrond, mais en finale, personne n'est parti en échappée sur celle-là. Hier, on n'a qu'un seul coureur qui fait une échappée d'une heure 20, donc on se retrouve quand même à avoir au moins 4-5 étapes où on peut le dire, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, parce que les coureurs ne voulaient pas partir en échappée, parce que dans les équipes, encore une fois, s'il n'y a pas de carotte aujourd'hui, on ne part pas en échappée. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où en fait il y a certaines étapes qui sont cochées par 85% des équipes. Les seules équipes qui ne les cochent pas, c'est les équipes qui ont un intérêt pour le général. Voilà, tout simplement. Mais vous avez des étapes où 85% des équipes, 85-90% des équipes veulent forcément être dans l'échappée et misent tout sur l'échappée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas je mets un coureur dans l'échappée et puis bon, j'en ai quand même un qui est bon derrière au cas où l'échappée se fasse reprendre. Non, on mise tout sur l'échappée. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir des débuts de course hyper animés. Là encore aujourd'hui, les 2 premières heures et demie, c'est hyper intense. Il n'y a que la dernière heure et quart, à partir de 60 bornes de l'arrivée où ça se calme vraiment. Mais jusqu'à 60 bornes de l'arrivée, c'est hyper intense et l'échappée ne peut pas sortir parce que ça roule trop vite. Et on se retrouve à avoir des situations où c'est hyper intense. Mais parce que tout le monde veut prendre l'échappée. Et au lieu que dans certaines équipes, elles se disent de toute manière, si l'échappée va pas au bout, je peux pas y arriver. Donc si au bout de 30 km, 40 km, il y a une échappée qui sort, et même si je suis pas dedans, je ne relance pas la course. Mais non, vous avez toujours des mecs qui relancent. Même si plus l'arrivée se rapproche, ils ont quasiment zéro chance d'aller au bout. Mais ils vont quand même relancer, parce qu'il faut être présent dans l'échappée. Donc on se retrouve dans des situations où, par exemple, la Total Energy avec Steph Kras voulait à tout prix être dans l'échappée. Au final, Steph Kras aujourd'hui, à part gagner une place au général, ça n'a pas fait grand-chose. Donc il y a ce genre de situation qui parfois arrive même presque au ridicule en termes de stratégie, parce qu'il y a certaines équipes qui vont quand même relancer, alors que techniquement, elles ont très peu de chance et elles feraient mieux de conserver de l'énergie pour l'étape de demain, pour l'étape d'après-demain, pour ce genre de situation. Mais c'est aussi le fait est qu'on a de ce genre de situation. Et puis, vous avez des fois des échappées où ça ne collabore pas du tout. Et on le voit de plus en plus, on l'a vu notamment l'étape de dimanche. L'échappée ne collaborait pas. Et vous avez des mecs qui sont à contre-temps, je pense à Carapaz. Quand tu vois la performance que fait Carapaz en étant à contre-temps dimanche, tu te dis, s'il avait été dans le bon timing, ça faisait peut-être victoire à l'arrivée.
Et comme l'échappée ne s'entend bien, eh bien il n'y a pas à beau rythme, donc ça ne prend pas suffisamment d'avance pour éviter un retour du peloton. Mais on a surtout des étapes où, on l'a vu sur l'étape de Lioran, tout le monde voulait prendre l'échappée sur l'étape du Lioran. Il y a tellement de gens qui veulent prendre l'échappée qu'aujourd'hui, on va pas faire une échappée de 120 coureurs. Là déjà, on s'est retrouvé quand même à avoir un moment, 48 plus 4, 52 coureurs à l'avant de la course. C'était un tiers du peloton qui était à l'avant de la course. Donc on a quand même ce genre de situation qui fait que les échappés ont parfois du mal à sortir, parfois un manque de collaboration. On a aussi un manque d'alliance, je dirais, dans le cyclisme. Parce que parfois, tu pourrais t'entendre à 2-3 équipes pour te dire, bon, bah, on essaye de partir tous les trois en échappée, et puis après, bon, on voit ce qui arrive, mais on attaque en même temps, on forme l'échappée, et puis ensuite, bon, on rentre dans une autre course une fois qu'on a 5 minutes d'avance, mais on essaye déjà de prendre l'échappée. Ça arrive très rarement, ça, quand même. C'est souvent des mecs qui attaquent seuls, qui attaquent à 2 ou 3, mais il n'y a pas vraiment d'alliance d'équipe aujourd'hui. Et je pense que dans les échappées maintenant modernes, ça sera peut-être une bonne idée de se dire ah bah DSM n'a pas d'objectif pour le général, moi je suis Total Energy, mon objectif pour le général, j'ai un mec qui est Steph Kras qui est pas dangereux, et on s'allie tous ensemble. Et puis on essaye d'aller le plus loin possible, 3-4 équipes ensemble qui essayent de lier leurs efforts et d'attaquer au même moment. Ça pourrait permettre peut-être à des échappés de se former plus rapidement. Bon, on fait le résumé de cette étape. Alors, je vais pas faire forcément un grand résumé sur ce qui s'est passé sur la première partie de l'étape, à part qu'il y a eu énormément d'attaques, qu'on a eu des bordures aussi, qu'on s'est retrouvé notamment avec des situations où vous aviez dès le départ quasiment une bordure, notamment Steph Kras était piégé. Ensuite, on a eu une autre bordure où il y avait des UAE qui a été piégés. Enfin, un début d'étape où il y avait beaucoup de vent. Ensuite, ça s'est pas calmé en termes de rythme de course, mais le vent étant un petit peu moins fort, moins disposé, il y avait moins de bordure, mais ça a continué d'attaquer. À 121 km de l'arrivée, on a un premier groupe qui arrive à s'extirper avec Tige Bennett, Jungels, Romain Grégoire, qui était dans ce groupe-là, et il m'en manque un. Bennett, Jungels, Romain Grégoire, qui était le Kort Nielsen, qui était le quatrième larron. Ces 4 hommes qui vont avoir quand même beaucoup de mal à avoir plus de 45 secondes d'avance pendant quasiment 1h30. Ils vont charbonner, mais ils n'arrivent pas à prendre de l'avance. Et puis, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, en fait, on va avoir le deuxième groupe qui va sortir. 43 coureurs qui vont sortir à 53 km de l'arrivée, puis rejoints par 5 coureurs, dont Simon Yates. Ça lui coûtera peut-être même le résultat à la fin d'avoir été obligé de faire un effort supplémentaire. Et à 44 km de l'arrivée, entre ce groupe de 4 qui est à l'avant de la course et ce groupe numéro 2, il y a 1 minute 27. Et l'écart a du mal à se réduire. Pourquoi ? Pardon, gros toto là. Parce que ça n'arrive pas à s'entendre, il n'y a que la Total Energy quasiment qui roule. Pourquoi ? Groupama, ils sont 5, mais bon, ils ont Romain Grégoire devant. Il y a plein d'équipes comme ça qui étaient dans ce genre de situation, qui avaient un coureur devant, et ça avait du mal à collaborer. Dans le col Bayard, Terrada va être lâché d'entrée. On a également Solé, Dorian Godon, Kuhn, Vauquelin qui vont être lâchés. Et puis à 34 km de l'arrivée, attaque de Guillaume Martin, rejoint par Valentin Madouas. On est à ce moment-là dans le col Bayard, pardon. Et puis ce groupe-là qui va essayer de s'entendre à 2, essayer de revenir sur le groupe de 4. Guérin Thomas, lui, est lâché de ce groupe numéro 3 désormais. Et à 23 km de l'arrivée, le groupe numéro 1 a 24 secondes d'avance sur Madouas et Guillaume Martin et 1,02 sur le groupe qui a plus de 40 coureurs. À 19 km 300, attaque de Simon Yates et Sivakov. Sivakov qui n'arrivera pas à suivre dans le groupe qui était à 1 minute. Attaque de Carapaz. Yates qui va réussir à revenir sur le groupe de 6 comme Carapaz et Stephen Williams, le Britannique qui avait pris la roue de l'Équatorien. Yates qui va contrer dès qu'il revient dans le groupe de 6. Personne n'arrive à suivre, sauf
Carapace qui lui va faire son attaque finale à 13 km 200 de l'arrivée. Puis ensuite dans le peloton, on a une attaque de DIG, de Ciccone qui ne donne pas grand chose. Et puis surtout au sommet du col du Noyer, eh bien, vous avez Pogačar qui décide d'accélérer et un Vingegaard qui a du mal à suivre, qui va se faire décrocher par Remco Evenepoel, mais Pogačar en remet. Il n'attend pas Remco Evenepoel, ce qui là a peut-être été une erreur stratégique de la part du Slovène. Donc les Pogačar passe en tête du col du Noyer du côté du peloton devant Remco Evenepoel Vingegaard. Vingegaard qui va revenir sur Remco Evenepoel grâce à l'aide de Christophe Laporte. Pogačar, lui, va être récupéré par ces deux hommes. Et puis Remco Evenepoel va réattaquer dans le final de cette étape. Il va récupérer Jan Hirt qui va lui permettre de le relayer, son coéquipier. Dans le même temps, Vingegaard utilise Traknik Van Aert vu que Laporte a été lâché. Pogačar ne le relaie absolument pas, il faut le signaler. Et surtout, Pogačar va l'attaquer à 500 mètres de l'arrivée pour reprendre du temps. Et à la fois Remco Evenepoel, à la fois Pogačar ont pris un petit peu de temps sur Vingegaard. Alors, il garde quand même une grande marge d'avance, quasiment 2 minutes, plus de 2 minutes sur Remco Evenepoel, mais il faudra faire attention de ce côté-là. Note de l'étape, j'avais pas fait de sondage parce que j'avais pas vraiment d'idée sur les sondages et très clairement ce matin je vous avais dit l'échappée je sais pas parce que avec la bagarre pour le maillot vert j'avais même des doutes moi sur mon propre choix de dire il va y avoir 2 courses en une. Au final j'ai douté pendant très longtemps avant que ce groupe là de poursuite arrive à véritablement sortir avec le peloton se relève. Donc note de l'étape, j'ai décidé de... Voilà, donc j'avais pas d'idée et en plus comme j'avais mis que des grosses cotes au niveau de mes favoris, c'était pas très intéressant parce que beaucoup auraient dit autres coureurs plutôt que mes favoris. Note de l'étape, j'ai mis 17 sur 20. Beaucoup de spectacles en début de journée, voilà, avec les bordures, avec des attaques incessantes, voilà, pendant toute la journée. Et puis même quand ça s'est relevé au final, déjà on a eu une belle bagarre avec Yates, avec Carapaz, on a eu du spectacle, des rebondissements, et on a quand même une bagarre du côté du général, alors qu'on s'y attendait peut-être plus vraiment, avec cette bagarre Vingegaard, Pogačar et Evenepoel, qui a été très intéressante. Donc voilà, pour moi c'est un 17 sur 20, comme la première étape du Tour de France notamment. J'avais mis 18, c'était sur quelle étape où j'ai mis 18 mais pour moi voilà, ça valait pas le 18 sur 20 que j'avais mis, mais c'était bien plus intéressant que l'étape d'hier. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus. Il est compliqué ce soir, je trouve, le bilan des Bleus. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé sur cette étape. On a essayé. Mais ça n'a pas vraiment marché. Voilà, ça n'a pas vraiment marché. Du côté des différentes équipes françaises, parce que parfois on n'avait pas, enfin des différents coureurs français aussi, parce que des fois on n'avait pas forcément le bon coureur à l'avant, parce qu'on n'avait pas forcément la bonne stratégie, enfin voilà, on n'a pas démérité, mais c'était pas suffisant. Voilà le bilan global de cette étape. Romain Grégoire, il a tenté ce groupe de 4. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une erreur à un moment qui a été commise dans ce groupe, enfin dans la gestion de Romain Grégoire. C'est soit Madouas ne devait pas relayer, soit c'est à Romain Grégoire d'arrêter de relayer dans le groupe de 4. Parce que le problème, c'est qu'à la fois Grégoire continue à passer les relais, à la fois Madouas continue à aider Guillaume Martin. Et ce qui fait qu'ils ont mis beaucoup de temps, ils ont mis une grosse dizaine de kilomètres, quasiment pour revenir, 10-15 kilomètres pour revenir. Ces 15 kilomètres, à la fin, ils reviennent quasiment dans le groupe de 4 quand Simon Yates et reviennent sur eux. Donc en fait, ça a presque été une attaque qui a servi à rien. Et je me dis, il aurait peut-être fallu que Grégoire arrête de rouler à ce moment-là. Ou qu'on décide que Madouas suivait juste le coup avec Guillaume Martin et que Madouas ne relaie pas Guillaume Martin en disant notre meilleur 4 c'est Romain Grégoire. Mais je pense que là il y a eu une erreur. Je crois que du côté de la Groupama, comme souvent je trouve cette saison,
on n'a pas réussi à déterminer qui était véritablement le leader sur cette étape. Parce qu'entre Madouas et Grégoire, je crois qu'il y a eu ce problème de ne pas savoir qui était le meilleur coureur des deux. D'un côté, Grégoire avait consommé beaucoup d'énergie, de l'autre côté, Madouas était plus frais, mais est-ce que Madouas, sur des côtes comme ça de première catégorie, était en capacité de faire la différence face à des Yates et des Carapaces? Non. Romain Grégoire avait peut-être plus cette capacité-là, mais est-ce qu'il l'avait encore en étant fatigué? Ça, c'était la grande question, mais je pense qu'il aurait fallu faire des choix, et que là, on a abouti à un non-choix, c'est-à-dire à la fois Grégoire roulait, à la fois Madouas roulait, et je pense que ça n'a pas été l'idée la plus stratégique au monde du côté de la groupe FDJ. Donc je pense que là, il y a eu une erreur. Après, pour moi, Romain Grégoire fait un bon Tour de France. C'est vrai que, bon, si on compare à Lenny Martinez, mais quand le Tour de France est prévu à l'avance, c'est quand même plus facile. Et on le voit avec Romain Grégoire, que quand le Tour de France est prévu à la dernière minute. Après, moi, je pense que pour Romain Grégoire, l'étape de demain était plus intéressante que l'étape d'aujourd'hui. Je l'ai même mis en commentaire, parce qu'à un moment, on m'a posé un peu la question. Pour moi, Romain Grégoire, c'était plus demain, parce que là, je pense qu'il y avait quand même des cols première catégorie, et pour moi, face à des purs grimpeurs, il n'a pas encore la capacité d'être performant dans ce domaine-là, alors que demain, on est sur des cols plutôt de troisième catégorie. Je pense que ça aurait été plus intéressant pour Romain Grégoire demain d'être à l'avant qu'aujourd'hui, mais ça, ce n'est que mon Navi. On peut saluer aussi Guillaume Martin qui a tenté, mais là encore, on voit que c'est trop léger Guillaume Martin pour se frotter avec les meilleurs sur cette édition du Tour de France. Pour moi, il est moins bon que l'année dernière. Guillaume Martin, on le sait sur le départ, on ne sait pas encore pour quelle structure Guillaume Martin, mais on sait qu'il y a de grandes chances qu'il ne reste pas chez Cofidis sur l'année prochaine, voilà, qu'il n'y ait pas un renouvellement de contrat du côté de Guillaume Martin. Après, Cofidis, il va falloir quand même trouver des solutions, parce qu'ils vont perdre pas mal de coureurs à ce rythme-là, donc il va falloir trouver des bonnes idées du côté de l'équipe, parce que sinon rester en World Tour ça va être compliqué, et la descente en deuxième division, on le voit notamment avec Total Energy, si vous n'avez pas une tête d'affiche, c'est quand même très compliqué. Il faut une tête d'affiche qui de haut niveau, donc ça serait peut-être bien d'anticiper ça du côté de la Cofidis. Total Energy, il y a quand même une 10e place de Jordan Gégat aujourd'hui, lui aussi dans son premier Tour de France. Je trouve ça pas mal, voilà, sur une étape de ce type, du côté de Jordan Gégat, 9e même aujourd'hui, devant Aaron Bourou, juste derrière Pouls, Kort Nielsen, il est quand même derrière du grand monde. Donc pour un coureur qui est dans sa première année en deuxième division, c'est vraiment bien, parce que l'année dernière il était chez CIC. Après, il fait quand même une belle année, Jordan Gégat, présent sur le Tour de Slovénie, sur le Tour des Asturies. Moi je l'avais vu sur le Tour de Jura, où il avait été très bon. 10e également de la classique Grand Besançon, dans le top 15 de la Flèche Wallonne, qui était dans des conditions difficiles, 8e de la Faune Ardèche Classique. Enfin, voilà, une année assez intéressante, 318 points marqués au niveau UCI, c'est pas mal quand même pour Jordan Gégat. Je suis pas sûr qu'on misait tant que ça sur lui pour cette première année chez les professionnels, donc ça s'est plutôt extrêmement bien passé pour le coureur breton, qui est né du côté de Vannes, et on voit que sur des étapes difficiles, il est capable d'être aux avant-postes. Donc une belle 9e place, voilà, pour Jordan Gégat. Et puis Steph Kras qui rentre dans le top 15. Et pour une équipe comme Total Energy, ce sont des points qui sont importants. Une place de gagner encore pour Steph Kras, qui a une relation particulière avec les grands tours, parce que souvent il est tombé, Steph Kras, donc là il a vraiment envie de finir un grand tour et un Tour de France en étant en forme, et on verra maintenant ce que ça va donner. Alors ça va être compliqué de gagner des places pour Steph Kras, parce que Yates c'est quand même à 4 minutes, Jorgensen est à 10 minutes devant, donc là ça va être compliqué d'aller chercher ces mecs là. Par contre, si tu regardes derrière, Lorenz de Plus peut encore lui passer devant, et Guillaume Martin, donc au pire, je pense, sans chute, sans problème, il finit 16e. Au mieux, il finit 13, parce que sinon il faudra attendre qu'il y ait des abandons devant lui. Puis je termine avec David Gaudu. Il est dur, le tour de David Gaudu, pas du tout là en fait. David Gaudu, depuis le premier jour, c'est
c'est difficile. On se disait, ah bah, peut-être qu'il y aura les échappées. Bah, même pas, en fait, quasiment. Assez transparent, voilà, David Gaudu. Et une année, on peut le dire, de merde pour David Gaudu, qui est, au général, il est loin. Gaudu, il est 64e. C'est même pas le premier coureur de l'équipe, c'est Madouas qui est 30, devant Romain Grégoire 41 et Quentin Paché 51. Gaudu est derrière Stephen Kung, par exemple. Et il est complètement transparent. On l'a vu dans l'échappée de l'étape de Valoir et dans l'échappée de Saint-Lary-Soulan. Mais il fait pas, enfin, il est quand même repris. Il a du mal à faire la différence. Il fera la Vuelta, David Gaudu. Il faudra se relancer sur la Vuelta. Je suis pas très confiant, pour tout vous dire, pour David Gaudu sur la Vuelta. Parce que déjà il a quand même 51 jours de course, donc il reste encore 4-5 jours sur ce Tour de France. Et que vu ce qu'il a montré sur le Tour de France, sur le Dauphiné notamment, son année est quand même loin d'être fantastique. En World Tour, je crois que son meilleur résultat, voilà, c'est une 9e place et une victoire cette année au Tour du Jura. Mais c'est vrai que il en manque vraiment pour Gaudu, un manque de forme, tout simplement, parce que c'est pas normal que ça soit un coureur qui régresse. À 27 ans, normalement, tu dois encore progresser par rapport à tes jeunes années, pardon. Et là, j'ai l'impression qu'il a régressé cette année, ce qui n'est pas normal du côté de David Gaudu. C'est quand même un Tour de France compliqué pour la Groupama FDJ. C'est un peu la croix et la bannière. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec Richard Carapaz. Du côté de Richard Carapaz, ça fait du bien. Ça fait du bien pour une raison majeure du côté de Richard Carapaz. C'est que c'est un coureur qui a laissé une victoire d'étape du Tour de France à Kwiatkowski en 2020. C'est donc un coureur qui pourrait déjà avoir les trois victoires sur les 3 grands tours. Il l'avait laissé parce qu'il s'était partagé les tâches. Kwiatkowski avait gagné l'étape, Carapaz prenait les points pour le maillot du classement du maillot à poids, ce qui au final n'avait pas fonctionné vu que Carapaz n'avait pas remporté, je crois, ce classement. Je ne sais plus. Là d'un coup j'ai un doute au niveau de Carapaz. Mais ça avait été... je me souviens de cette phrase de Laurent Jalabert à l'époque, qui, oui, il ne l'avait pas remporté, qui avait dit « Il va peut-être le regretter plus tard, Carapaz ». Et c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, Jalabert avait peut-être pas tort ce jour-là, de se dire, oui, il va peut-être le regretter parce qu'il sera peut-être plus jamais dans cette position-là. Et puis il faut rappeler aussi que Richard Carapaz et le Tour de France l'année dernière, ça a été catastrophique. Il abandonne au bout d'une étape, sur chute à haute vitesse avec Enric Mas. Année 2023, il faut bien le dire, qui n'était pas excellente du tout en termes de résultats. Et son année 2024 était, jusqu'à maintenant, mi-figue, mi-raisin. Ça est, avant... ce Tour de France, c'était moyen, quoi. Il y avait une victoire d'étape sur le Tour de Colombie, les championnats d'Équateur du contre-la-montre, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, une 7e place sur le Tour de Romandie, abandon sur Tirreno sur chute, sur l'étape de San Benedetto del Tronto, c'était loin d'être exceptionnel, abandon sur le Tour de Suisse, après 4 jours de course. C'est vrai que c'était pas fou, voilà, de la part de Richard Carapaz. Et là, sur ce Tour de France, il est tous les jours à l'attaque. Et il fait du gros job. Et puis il a réussi ses 2 objectifs. Porter le maillot jaune une fois dans sa vie, fait. Remporter une étape, fait. Bon, voilà, c'est un tour réussi. Le tour, c'est pas que le classement général. Souvent, les gens ne voient une réussite sur le Tour de France que par le biais du classement général. La réussite sur le tour, ça peut être parce que tu as réussi à être présent tous les jours dans la course, que tu as réussi à être animateur de la course, que tu as remporté un maillot vert, que tu as réussi à remporter une victoire d'étape. Ça peut être d'autres paramètres qui font qu'un tour est réussi. Et dans le cas pour moi de Carapaz,
il porte le maillot jaune un jour, il gagne une étape, c'est un Tour de France réussi, comme le Tour de France de Romain Bardet a été réussi dès le premier jour, avec cette victoire d'étape, avec ce maillot jaune. Donc non, c'est bien pour Richard Carapaz, et puis il n'aura pas le regret. Voilà, et puis bon, il a gagné 23 courses dans sa carrière. Richard Carapaz, il en a gagné quand même des belles. Hein. Donc déjà, victoire d'étape sur le Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie, ça c'est déjà bien. Vous avez également titre de champion olympique, Tour d'Italie en 2019, Tour de Suisse en 2021 aussi, à l'époque quand il est chez Ineos. N'oublions pas le classement de la montagne du Tour d'Espagne. N'oublions pas qu'il a fini deuxième du Giro 2022 derrière Jay Hindley, mais également troisième du Tour de France 2021 et deuxième du Tour d'Espagne également. Il a fini sur le podium des 3 grands tours. Donc c'est quand même un palmarès qui est énorme. Moi j'espère que dans les années à venir il y aura beaucoup plus d'Équatoriens et qu'il n'y aura pas que des Colombiens du côté du cyclisme, qu'on aura d'autres nations d'Amérique du Sud qui viendront. Mais on peut être satisfait après sa victoire sur une étape du Tour de Romandie, j'avais oublié ça aussi. C'est sa 4e victoire cette saison, voilà, pour Coco, alors que l'année dernière, elle n'en avait gagné que 2. C'est vrai que l'année dernière, ça avait été vraiment une grosse déception pour lui, parce qu'il était passé à côté de son année, avec les chutes, les problèmes à répétition. Enfin, ça avait été une saison galère, et là il a réussi à bien revenir. Pour tout vous dire, il a quasiment marqué autant de points Pro Cycling Stats cette année que l'année dernière sur toute la saison. Donc on voit quand même un progrès, et pourtant son début d'année n'a pas été parfait à Richard Carapaz. Donc c'est bien, je suis content. Du côté de l'Équateur, ils vont peut-être avoir des regrets d'avoir choisi Narvaez peut-être un peu tôt. Parce que si Narvaez il fait 40e de la course en ligne, et quand tu vois la forme que tient Carapaz en ce moment, après je pense quand même que le parcours est un peu plat pour Carapaz pour le parcours des Jeux Olympiques, et me semble-t-il que le gabarit de Narvaez, les courses qu'aime Narvaez conviennent mieux en termes de résultats, parce que Carapaz n'a jamais été bon. Enfin, n'a jamais été excellent sur les classiques ardennaises, n'a jamais fait les classiques flandriennes. Or, pour moi, vu le parcours, vu la technicité du parcours, être performant dans le registre des flandriennes sera un avantage pour les coureurs qui seront au départ. Et là, du côté de Carapaz, il manque ce domaine-là, cette corde à son arc. Donc, on rappelle, Narvaez, voilà, du côté de l'Équateur, et donc aucun des 2 tenants du titre, que ce soit sur le chrono, sur la course sur route des derniers Jeux, ne pourra défendre son titre, car non sélectionné. Je parle pas de Yates, mais c'est vrai que l'étape est bonne de Simon Yates. Je pense que le problème, c'est qu'il part à contre-temps, que ça lui coûte de l'énergie, mais l'étape n'est pas mauvaise pour Simon Yates. Je pense qu'il doit être quand même déçu ce soir, parce que Simon Yates, il en a déjà gagné des victoires d'étape sur le Tour de France, donc une 2e place, je ne suis pas sûr qu'il s'en contente. 2e coureur top, c'est Remco Evenepoel, qui confirme un truc que je pensais sur Remco Evenepoel, c'est qu'il est toujours bon en 3e semaine. Quand il est là en course, en 3e semaine, il est toujours bon. Les 2 Vuelta, performant en 3e semaine. C'est un coureur qui est toujours efficace en 3e semaine. Il y a des coureurs qui ont parfois du mal en 3e semaine. Moi je me souviens de Tendam, Mollema, qui étaient des profils qui étaient très bons sur des courses d'une semaine, qui étaient très bons sur des courses de 10 jours, mais après 10 jours de course, la fatigue commençait à arriver, les mecs n'étaient pas énormes en termes de récup. Evenepoel est performant dans ce domaine-là. Il arrive à être efficace en 3e semaine. On l'avait vu l'année dernière sur la Volta, parce qu'il enchaîne quand même les échappées, et il arrive toujours à être présent dans les échappées et à être là pour la gagne. Sur sa première Volta, c'est vrai que sa Volta victorieuse, Enric Mas n'avait pas réussi à faire la différence en 3e semaine, car Remco Evenepoel n'était absolument pas en difficulté physique, n'avait pas réussi à trouver la faille.
Là, il est bien pour le moment, Remco Evenepoel. Alors sur un terrain qui lui convient extrêmement bien, il faut le dire. Mais je pense qu'au niveau du moral, ça doit lui faire du bien de finir devant les deux ogres. Alors même si voilà, il a joué tactiquement et il a bien joué tactiquement aujourd'hui, ça doit lui faire du bien quand même à Remco Evenepoel de se dire ah bah là j'ai montré que j'étais en capacité d'aller battre les deux gros, d'aller battre les meilleurs. Et puis bah il n'y a que 2 minutes d'écart entre moi et Vingegaard. Là aujourd'hui Vingegaard n'arrive pas à accrocher la roue de Pogacar. Encore une fois, certains pariaient sur le fait que Vingegaard serait meilleur en troisième semaine que sur les 2 premières semaines. Moi j'étais plutôt pessimiste sur cette idée-là. Moi je pense plutôt, c'est toujours mon avis, que Vingegaard va avoir du mal en troisième semaine, comme Pogacar avait eu du mal en troisième semaine l'année dernière. Moi je pense qu'on va plutôt être sur des situations équivalentes entre Pogacar et Vingegaard par rapport à l'an dernier. Donc voilà, très fort Remco Evenepoel, et puis bah, il montre que c'est le troisième homme. Il a 6 minutes d'avance, hein. L'écart par rapport au quatrième est énorme. Enfin, c'est juste phénoménal ce qu'arrive à faire Evenepoel. Et malgré les deux de devant, il arrive quand même à montrer qu'il est là. Il arrive quand même à montrer qu'il est là, qu'il est performant. C'est pas juste un faire-valoir. Voilà. On a quand même certains coureurs dans le top 10, on a l'impression que c'est quand même plus des faire-valoir qu'autre chose. Evenepoel, il montre des choses et il montre que bah, il tente quand même sa chance, même s'il sait que les deux de devant sont quand même, pour le moment, meilleurs que lui. Puis je termine avec Oscar Onley. On parlait de Jordan Jegat qui prend une belle quatrième place. Oscar Onley, belle cinquième place. Lui, quand il arrêtera de se péter des clavicules, il sera très fort, Oscar Onley, du côté de la DSM. C'est un coureur qui a un bon punch, qui est très performant. Son défaut aujourd'hui, Oscar Onley, c'est la technique sur le vélo qui est insuffisante. Et on sait très bien que pour gagner des grands tours, il faut aussi être à l'aise techniquement, oui, mais techniquement sur un vélo. Et c'est là où il y a encore du travail, de l'apprentissage à faire pour Oscar Onley. Mais là aujourd'hui il a été bon parce qu'il part quand même avec un temps de retard. Il se bat au sprint avec Lorenz de plus. C'est une belle étape d'Oscar Onley. Et puis c'est bien quand les jeunes sont au taquet. Enfin, moi je suis content quand je vois les jeunes coureurs être performants. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne pour moi du jour, c'est, alors pas Pogacar du tout, c'est la formation UAE. J'ai trouvé qu'UAE, pas hyper bien entouré Pogacar en fait. C'est-à-dire qu'on a eu Tim Wellens, pas très en forme, mais on a eu quand même beaucoup de coureurs se faire avoir dans les bordures. C'est-à-dire dans les coups de bordure là, sur les 100 premiers kilomètres, il y en a quand même beaucoup qui se sont fait avoir. Dans les accélérations, un truc comme ça. Je trouve que pour une équipe qui normalement doit être au-dessus du lot, eh bien j'ai trouvé que là collectivement ça avait pris un petit peu l'eau. Donc j'espère que ça ne va pas se reproduire vendredi, samedi, parce que Pogacar aura besoin de tout le monde autour de lui sur ces deux étapes. Donc j'espère que c'est parce qu'aujourd'hui on avait décidé de faire un peu une journée off et que donc on n'était pas toujours extrêmement bien placé. Mais j'ai été assez surpris de voir des coureurs mal placés, mal positionnés dans le peloton. C'est peut-être ce qui a coûté de l'énergie à Marc Solé, par exemple, dans le peloton, où il se fait lâcher assez vite voilà, dans le groupe de poursuite. Mais parce qu'il y a un moment, il était mal positionné, il a dû remonter. Voilà, je trouve ça dommageable du côté du AE Team Emirates. Certes, l'Armada est là, mais c'est quand même dommageable de consommer de l'énergie de cette manière-là. Surtout qu'encore une fois, déjà ils ont consommé beaucoup d'énergie sur les 2 premières semaines de Tour de France. Et que je rappelle que là, il y a du gros morceau qui arrive, alors pas demain, mais vendredi, samedi, pour l'équipe, il va falloir être au taquet. Donc il va falloir faire attention sur ces deux étapes-là. Et c'est là où il faudra avoir une belle équipe autour de soi pour isoler Vingegaard, pour peut-être faire exploser définitivement Vingegaard sur cette journée. J'ai oublié, ah oui je devais faire ça, j'ai complètement oublié de le marquer dans mon plan. Il était bien aujourd'hui Anthony Forestier. Non, il a fait une belle étape Anthony Forestier.
Vraiment, je ne comprends pas les gens qui disent « Ah, c'est mieux filmé que l'année dernière ». Vraiment, je ne conçois pas ça. Aujourd'hui, c'est bien. Toutes les attaques, tous les trucs en fait qui s'est passé pendant la course, on les a vus en replay. En direct, la caméra n'était jamais dessus. C'était à chaque fois des replays. C'est quand même fou d'avoir le système de petit écran splitté et de ne pas réussir à montrer tout en direct. Toutes les attaques aujourd'hui, c'était en replay. Je trouve que tu rates une fois, deux fois, mais là, toute la journée, c'était quasiment des ralentis. Non, c'est pas normal. Donc, vraiment, je ne comprends pas quand on dit ah, vraiment, Anthony Forestier, il filme mieux, parce que les sprints sont toujours filmés avec les pieds, et encore avec les pieds, c'est très méchant pour les pieds des gens, parce que même avec les pieds, normalement, je pense que les gens sont en capacité de faire mieux. Et puis là, sur cette étape, il est tout le temps en retard. Enfin, il a toujours un train de retard. C'est quand même... T'as l'impression qu'il est perdu. J'ai l'impression qu'en fait, sur sa console, il y a trop de boutons et qu'il n'arrive pas à passer d'un bouton à l'autre. Enfin, c'est ça qui est assez extraordinaire. Il y a un moment, on n'avait plus l'écart aussi entre Carapaz et Yates, parce qu'il avait décidé de mettre l'écart, qui était en plus, c'était des écarts qui étaient foireux entre Pogacar et Vingegaard. Enfin, t'as l'impression que des fois, il est complètement perdu. Un peu comme Vingegaard tout seul dans un groupe. Quand il n'y a plus ses équipiers, mais Anthony Forestier, j'ai l'impression que des fois, il est complètement perdu. Complètement à la ramasse. Donc je ne vois pas en quoi c'est mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, il était déjà à la ramasse. Depuis qu'il est sur le Tour de France, en fait, il est souvent à la ramasse quand même, Anthony Forestier. Mais j'avais oublié de faire le point Anthony Forestier. J'ai oublié aussi de vous dire, Pogacar n'a pas relayé aujourd'hui Vingegaard pour revenir sur Remco Evenepoel. Alors certes, il n'y avait pas l'enjeu de la victoire. Je pense quand même aussi que l'étape numéro 9 a fait que, et l'étape peut-être du Lioran aussi, les deux combinés, a fait que Pogacar ne va pas aider Vingegaard. Et il le compte quand même à 400 mètres de l'arrivée. Enfin ça c'est vraiment le compte un peu de bâtard pour faire mal quoi. Donc je pense que vraiment, quand je vous avais parlé de cette étape numéro 9 que beaucoup m'avaient rayonné, je trouve quand même qu'aujourd'hui, l'attaque à 400 mètres, il n'est pas obligé de la faire. Pour reprendre 2 secondes sur Vingegaard, il n'est pas à 2 secondes près. Je crois qu'il voulait vraiment faire chier Vingegaard aujourd'hui. C'était plus une question de mental, une question d'honneur, plus qu'une question véritablement de résultat pour Pogacar sur cette étape. Deuxième bonnet d'âne, Geraint Thomas. Je parlais de David Gaudu, mais alors le Tour de France de Geraint Thomas, là aussi c'est compliqué. Après, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre la gestion de la part d'Ineos, de le faire enchaîner 2 grands tours, Geraint Thomas. On est quand même sur un coureur qui a 37 ou 38 ans, je ne sais plus. Donc on sait très bien que les capacités de récupération, plus l'âge passe, plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué de récupérer déjà sur une course de 3 semaines, mais d'enchaîner 2 courses de 3 semaines de cette manière, je crois qu'il y a un moment, du côté d'Ineos, on aurait peut-être pu prendre quelqu'un d'autre que Geraint Thomas. Pourquoi on n'a pas pris à cette place-là un Thymen Arensman, par exemple, qui lui est beaucoup plus jeune, et donc aurait peut-être eu plus cette capacité d'enchaîner les résultats et d'enchaîner les performances que Geraint Thomas. Parce que là, Geraint Thomas sur ce Tour de France, alors je ne l'avais pas mis parmi mes favoris du tout, mais il passe quand même, on a du mal à voir quel impact il a sur son équipe, quel impact il a sur la manière de travailler de son équipe, parce qu'il est quand même complètement transparent, Geraint Thomas. Et là je pense que du côté d'Ineos il y a eu un problème de gestion, mais je trouve que Ineos qui était entre 2010 et 2019, qui était quand même l'équipe qui ne faisait pas d'erreur, parce que c'est ça qui était quand même dingue du côté de Sky, Ineos, c'est que l'équipe ne faisait jamais d'erreur. Il y avait toujours les bons coureurs au bon moment, la bonne gestion d'équipe, la bonne gestion des égos également entre les différents leaders. J'ai l'impression quand même que tout ça a volé en 3-4 ans. Et que maintenant, je pense que malgré le fait qu'ils aient moins de moyens que Visma, que UAE, je trouve qu'ils utilisent assez mal les moyens du côté de la Ineos. Et ça, il faudrait peut-être y réfléchir. Je trouve que là, aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui a tendance à faire des erreurs dans la gestion qu'elle ne faisait absolument pas auparavant.
Donc ça, je trouve que c'est un petit peu problématique. Et puis je termine avec Terrada. Ouais, là aussi, compliqué. Compliqué pour Terrada, lâché quasiment en entrée. Je pense qu'il n'a pas encaissé le rythme intense de l'étape. Où c'est vrai que ça a roulé dans tous les sens. Hein. On est encore arrivé avec 10 minutes d'avance sur l'horaire le plus rapide sur cette étape. Ça a vraiment roulé très fort. Et je crois que Terrada n'a pas supporté comme d'autres coureurs le changement de rythme au pied du premier col, parce qu'il explose d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait beaucoup de kilomètres d'échappée aujourd'hui. Et puis je voulais signaler aussi, c'est que du côté d'Astana, eh bien, on va finir quand même à 4 seulement. Et encore, tout dépendra s'il y a encore des abandons du côté de cette formation. C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde. Voilà, chez Astana, chez Bolt, Ballerini, Cavendish, Terrada. Autant vous dire que Terrada, en montagne, va se sentir bien seul. Et que je rappelle que Ballerini et Cavendish sont les deux derniers au classement général aussi. Donc ouais, du côté d'Astana, c'est pas la fête du slip. Hein. On a certes réussi son objectif avec Cavendish, mais bon, en dehors de la victoire de Cavendish, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même du côté de l'équipe kazakh. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite le classement de cette 17e étape. Vainqueur Richard Carapaz devant Simon Yates, Enric Mas. Premier français Guillaume Martin, 6e Jordan Gégat, 9e. Ça c'est intéressant. Hein. Coureur qui l'année dernière était en Continental, l'un des meilleurs Total Energy depuis le début de saison. Hein. Jordan Gégat, le plus régulier du côté des jeunes coureurs. On descend un petit peu, Mentis, 13e, qui était dans l'échappée. Il y en a beaucoup là, des coureurs qui étaient là, Julien Bernard qui était dans l'échappée. Du côté des leaders du général, donc Remco Evenepoel 26, Pogacar 27, Vingegaard 28, et puis vous voyez, hein, tous les autres ont fini ensemble. Hein, Guy Buitrago, Carlos Rodriguez par exemple, ont tous fini dans un groupe à 9 minutes 26 du côté des abandons. Eh bien, nous avons eu Sam Bennett, Gaviria, Lutsenko, puis deux noms partants, Bauhaus et Reinders, ce qui fait qu'ils ne sont plus que 145 au départ demain de la prochaine étape. Du côté du classement général, c'est Pogacar qui a désormais 3 minutes 11 d'avance sur Vingegaard et Evenepoel à 5,09. Et puis derrière, il y a quand même 7 minutes, quasiment 8 entre Evenepoel et Almeida. Quand on parle des différences de niveau, là ça se voit aussi entre Remco Evenepoel et Almeida. Landa, toujours 5e à 13 minutes 20, enfin de nouveau 5e parce qu'hier je vous avais donné un classement qui était en fait faux dans la vidéo, donc là il y avait quelques soucis parce que je l'ai pris tôt. Savoir que cette partie, la fin de vidéo, je l'enregistre avant le début pour être sûr de ne pas l'oublier, donc ça fait des fois des petites incohérences. Mais quand vous regardez le classement dans l'onglet description, lui il est à jour parce que c'est le classement au moment de la mise en ligne de la vidéo. Carlos Rodriguez 6, Adam Yates 7, Ciccone et Guy Buitrago. En fait, il n'y a pas eu de changement jusqu'à la 13e place où c'est Simon Yates désormais. Steph Kras 14, Lorenz de Plus gagne 2 positions. 15e et Guillaume Martin, toujours à la porte de ce top 15, à une trentaine de secondes à peine de Lorenz de Plus. Mais Lorenz de Plus est quand même meilleur en chrono que Guillaume Martin. Du côté du maillot vert, Guilherme et Philipsen quasiment statu quo entre les deux. On est à 33 points désormais entre les deux coureurs. Donc là, le sprint intermédiaire n'a pas fait d'écart au final entre les deux vu qu'elles se suivaient au niveau du classement. Au niveau du classement de la montagne, toujours Pogacar en tête devant Vingegaard. Carapaz gagne 2 positions, mais il est seulement 6e. Et puis au niveau du classement du maillot blanc, c'est Remco Evenepoel qui est donc à maintenant 8 minutes 20 d'avance sur Carlos Rodriguez, Buitrago 3e, Jorgenson 4, Benelli 5, et puis du côté du classement par équipe, UAE, Team Visma, Soudal, mais là aussi la domination de la UAE avec quasiment 1 heure d'avance sur son dauphin du côté de ce classement, et la Decathlon qui repasse devant Israël, première équipe française, 10e pour le moment. Astana est toujours dernière équipe, et j'ai oublié de vous dire qui est toujours la lanterne rouge, c'est Davide Ballerini, toujours lanterne rouge avec 1 minute de retard sur Mark Cavendish, 1 minute plus lent que Mark Cavendish, donc toujours lanterne rouge, Ballerini
vu qu'il avait déjà fait le Giro cette année. Bon, bah nous on se retrouve demain, 7h, présentation de l'étape numéro 18, débrief entre 21h et 22h comme d'habitude, et puis short TikTok. Alors juste après l'arrivée, il faut savoir qu'en ce moment je les mets avec la DSL, donc des fois il y a un petit écart pour la mise en ligne de ces vidéos, mais c'est mis en ligne avant 20h, voilà. Donc si vous allez sur YouTube, vous savez que vous aurez la mise en ligne. Allez, bien nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao.